Voilà, là, ça enregistre. Donc, les cours précédents, les cours gratuits précédents, j'en ai fait déjà 3. J'avais proposé un premier cours sur le DALF C1 pour la production orale, que vous retrouverez sur YouTube si vous ne l'avez pas vu. Le deuxième, c'était sur le C2 sur la production orale également. Et le troisième, c'était sur la grammaire, où nous avons fait un cours sur les structures impersonnelles. Vous retrouverez ces 3 vidéos, si vous le souhaitez, sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un cours sur la synthèse de documents. Alors, la synthèse de documents, c'est l'une des épreuves les plus difficiles du DALF C1. C'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde, à raison d'ailleurs. Vous avez raison d'avoir peur, malheureusement, parce que c'est une épreuve assez compliquée, c'est une épreuve très technique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de règles à respecter parce que tout simplement, pour le DALF, la méthodologie rapporte plus de points que le niveau de langue. C'est-à-dire que si vous respectez bien la méthodologie, vous êtes à peu près certain d'avoir la moyenne, même si vous faites des fautes. Alors que vous pouvez très bien écrire, mais si vous ne respectez pas la méthodologie, vous allez avoir une note catastrophique. OK? Donc, il faut vraiment bien respecter la méthodologie. C'est extrêmement important. À l'intérieur de la production écrite, il y a 2 épreuves. C'est de documents, plus un essai argumenté. Donc, l'essai argumenté, je ne vais pas en parler ce soir. Ça peut être une lettre formelle, une lettre informelle, un courrier des lecteurs, une tribune, un article de journal, etc., etc. Il y a plein de possibilités d'essais argumentés. Et donc, la synthèse vous rapporte 13 points et l'essai argumenté, 12 points. Donc, 25 en tout pour la production écrite. Okay, 13 pour la synthèse, 12 pour l'essai argumenté. Vous aurez 2h30 pour faire les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on vous donne les textes que je vous ai donnés, là, que je vous ai envoyés. On vous donne ces textes-là. On vous dit, vous faites la synthèse et vous faites l'essai argumenté en 2h30. Vous gérez comme vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez passer 1 heure sur la synthèse et sur l'essai, c'est votre problème. On vous donne tout en même temps et c'est vous qui gérez votre temps, qui gérez les 2h30. OK? Moi, je vous conseille personnellement de faire plutôt 1h30 pour la synthèse et 1 heure pour l'essai. Parce que l'essai, vous allez pouvoir réutiliser des idées que vous avez déjà utilisées dans la synthèse et vous aurez bien lu les documents, donc ce sera plus facile de trouver des arguments. OK? Donc, je vous conseille toujours de faire en premier la synthèse, en deuxième l'essai et d'accorder au moins 1h30 à la synthèse et on va dire 50 minutes à l'essai. Les 10 dernières minutes, ce sera pour relire et corriger les fautes que l'on fait tous quand on écrit vite et qu'une simple relecture vous permet de corriger. OK? Donc, essayez de vous entraîner si vous n'êtes pas habitué. Essayez de vous entraîner à le faire régulièrement dans le temps imparti, c'est-à-dire dans les 2h30. Parce que vous allez voir qu'au départ, moi, au départ, une synthèse, juste la synthèse, ils peuvent mettre jusqu'à 4 ou 5 heures pour la faire. Parce que c'est très compliqué d'arriver à tout respecter. C'est très, très compliqué. Donc, ils peuvent mettre jusqu'à 5 heures pour la faire. Alors que là, ils n'auront qu'1 heure et demie le jour de l'examen. Donc, il faut s'entraîner petit à petit à réduire le temps de préparation. Et c'est l'entraînement qui permet de le faire. OK? Donc, voilà pour l'organisation un petit peu. Alors, je le répète, 2h30, c'est vraiment très court. Donc, ne perdez pas de temps. Essayez de travailler de manière bien précise, bien structurée,
de ne pas perdre de temps à chercher des choses qui ne sont pas intéressantes. Alors, nous allons voir maintenant, partager mon écran, l'intégralité de mon écran, hop, partager. J'espère que j'ai laissé le document ouvert. Non, comme par hasard. Voilà, le blanc. Voilà. Alors, ça, on a vu. Alors, voilà le texte qui sera presque systématiquement donné le jour de l'examen. C'est-à-dire que l'énoncé, ce sera tout le temps le même. Vous ferez une synthèse de document proposée en 220 mots environ, fourchette acceptable de 200 à 240. Pour cela, vous dégagerez les idées et les informations essentielles qu'ils contiennent et vous les regrouperez et les classerez en fonction du thème commun à tous ces documents et vous les présenterez avec vos propres mots sous forme d'un nouveau texte suivi et cohérent. Et vous donnerez un titre à votre synthèse. Donc, vous voyez, il y a des mots, vraiment des mots clés. Je vais tout mettre sur la même page, comme ça, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Voilà. Vous avez vraiment des mots clés qui sont d'abord 220 mots. Il est indispensable que vous respectiez cette règle. Très souvent, au départ, vous allez voir votre synthèse, elle va faire 250, 260, 300 mots. Il va falloir apprendre à la réduire en conservant les idées. Ça, c'est une première difficulté. 220 mots, c'est vraiment une règle indispensable. Moi, je dis à mes élèves qui suivent les formations avec moi, si vous n'êtes pas capable de me faire une synthèse entre 200 et 240 mots, c'est même pas la peine de me l'envoyer à corriger, vous n'aurez pas la moyenne. Vous n'aurez pas la moyenne. OK? Donc, c'est vraiment une règle essentielle. Vous dégagerez les idées et les informations essentielles. Ça veut dire que toutes les informations essentielles qui sont dans les textes doivent réapparaître dans votre synthèse, sans les transformer. C'est-à-dire, s'ils disent c'est blanc, vous ne devez pas dire c'est noir ou c'est gris. Vous devez dire c'est blanc, même si vous n'êtes pas d'accord. Vous ne devez jamais transformer une idée qui est dans le texte. Vous ne devez jamais donner votre avis. À aucun moment, vous ne devez dire je pense que, je ne suis pas d'accord, je crois que. Vous ne devez pas donner votre avis. Vous devez toujours présenter les idées, non pas comme les vôtres, mais comme celles des personnes qui parlent dans les articles. Ça veut dire qu'il va falloir retrouver les différentes personnes qui parlent dans les articles. Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un homme politique? Est-ce que c'est un syndicaliste? Est-ce que c'est un ouvrier? Est-ce que c'est un prof? Est-ce que c'est… Et donc, il faut réutiliser ce que l'on va appeler tout à l'heure, on va le voir tout à l'heure, le discours indirect. Le syndicaliste dit que, l'homme politique précise que, etc. Donc ça, c'est le discours indirect. Vous allez devoir apprendre à utiliser ce discours indirect. Donc, un texte unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, dans le sujet que je vous ai donné, il y a deux textes. Vous n'avez pas le droit de faire résumé texte 1, puis résumé texte 2. Vous devez regrouper toutes les idées du texte 1 et du texte 2, vous devez les regrouper pour ne faire qu'un seul texte. Il ne doit y avoir qu'un seul texte, pas deux. Parfois même, vous aurez 3 textes pour une synthèse. On vous donnera 3 documents différents. Donc, c'est à vous de regrouper, de trouver les idées, on va voir comment tout à l'heure, et de les réorganiser, de les restructurer. Comme ils disent, de les regrouper et de les classer. Alors, regrouper, c'est clair. Classer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que votre plan
que les différents paragraphes soient logiques. Je ne vais pas présenter, par exemple, les solutions avant les problèmes. Ce n'est pas logique. Je vais d'abord proposer les problèmes, puis les conséquences de ces problèmes, et enfin les solutions. C'est plus logique. Okay, si vous commencez par les solutions, je vais dire, mais attendez, vous ne m'avez pas encore parlé du problème, vous dites déjà comment vous allez le résoudre. Il y a un problème. Donc, il faut être logique. Et évidemment, il faut arriver à faire tout ça en parlant, enfin en écrivant de manière correcte en français. Parce que c'est quand même la moitié des points. Il faut que vous soyez compréhensible. Il faut que vos phrases soient correctement construites. Il faut que le vocabulaire soit adapté. Et quand je parle de vocabulaire, vous n'avez pas le droit de faire de la paraphrase. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la paraphrase. La paraphrase, c'est quand vous faites du copier-coller de phrases entières du texte. Vous prenez une phrase du texte qui vous semble importante et hop, vous la remettez dans votre synthèse. Ça, c'est totalement interdit. OK? Vous pouvez réutiliser des mots-clés, c'est ce qu'ils disent, des mots-clés. Si par exemple le texte il parle du harcèlement, évidemment le mot harcèlement, bah, vous pouvez le réutiliser, c'est normal. Mais pas des phrases entières. OK? Nous reviendrons sur tout ça un petit peu après. Alors, méthodologie. Alors, tout d'abord, je vais préciser quelque chose. Peut-être que vous les avez chez vous. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais même pas où c'est que je les ai mis. Je les utilise jamais. Où est-ce qu'ils sont? A2, B2, B2, B2. Non, moi, je ne sais pas où je les ai mis. Je ne sais pas où je les ai mis. C'est pas grave. Vous avez des manuels donc pour le C1, C2. Il y a plusieurs manuels qui existent pour le C1, C2. Et certains d'entre eux disent qu'il faut faire une introduction, qu'il faut mettre une problématique et un plan, et qu'il faut mettre une conclusion. Non. Vous ne devez pas mettre d'introduction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire il y a 2 textes qui ont été publiés, etc., etc. Non. Vous ne faites pas ça. Vous ne mettez pas de problématique. Problématique, c'est pour un essai argumenté, c'est pour une production orale, mais ce n'est pas pour une synthèse. Et vous ne mettez pas de plan. C'est-à-dire que vous ne dites pas nous parlerons d'abord des problèmes, puis des conséquences et enfin des solutions. Non. Ce sont vos chapitres, ce sont vos paragraphes et les connecteurs que vous allez utiliser qui vont permettre de comprendre votre plan. Si dans le deuxième paragraphe, je commence par pourtant ou cependant ou toutefois, ça va expliquer à la personne que on passe à la partie opposée. Si dans le troisième, je mets c'est pourquoi ou en conséquence, on va parler des solutions. Donc, ce sont les connecteurs que vous allez utiliser qui vont permettre à la personne de comprendre le plan. Oh, le joli chien. Qui vont permettre à la personne de comprendre le plan. OK? Donc, pas d'introduction, pas de conclusion, pas de plan. Enfin, si, il faut faire un plan, mais il ne faut pas dire quel plan vous allez faire. C'est la lecture qui va permettre de le comprendre. Alors, voici dans l'ordre chronologique les différentes étapes de votre travail. Ce que vous devez faire quand vous arrivez le jour de l'examen. Vous devez d'abord lire plusieurs fois le texte, pardon. Vous devez lire plusieurs fois les textes, au moins 2 lectures. Vous devez repérer les idées
principales et les mots-clés. Utilisez des stabilos de couleurs différentes. D'accord? Moi, généralement, j'en mets 3. Et comme ça, si par exemple, j'ai problème, conséquence, solution, dès que je vois un problème, hop, jaune. Ah, dès que je vois une conséquence, hop, orange. Dès que je vois une solution, ah, vert. Et ça me permet ensuite, moi, de regrouper, de mettre tous les jaunes ensemble, tous les oranges ensemble et tous les verts ensemble. OK? C'est beaucoup plus simple. Donc, alors vous voyez, là, généralement, les différentes parties, les différents paragraphes. Avantages, inconvénients, solutions, causes et conséquences. Généralement, c'est rare d'avoir autre chose que ça. Ensuite, une fois que vous avez trouvé toutes les informations, vous devez les réorganiser en plusieurs parties. Donc, ces parties, ça va être ça. Donc, généralement, il y en a 3 ou 4, parfois 2, mais c'est rare. Vous pouvez, par exemple, avoir juste avantages, inconvénients. Mais c'est rare. Et donc, le découpage des paragraphes et les connecteurs logiques vont permettre au correcteur de comprendre votre plan. Je vous rappelle, hein, ce document, vous l'aurez à la fin du cours. Hein, vous le recevrez à la fin du cours. Et n'oubliez pas de donner un titre à votre synthèse. Et attention, le titre compte dans le nombre de mots. Il doit être nominalisé. Ça veut dire quoi, nominalisé? Je vous ai donné un exemple. Vous voyez, là, j'ai une phrase complète. Il est fait état de plus en plus de cas de violence dans l'enseignement. Eh bien, je transforme cette phrase. De plus en plus, je le transforme en aggravation. Aggravation de la violence dans l'enseignement. Vous voyez, il n'y a plus de verbe dans ma phrase. Le verbe a disparu. Et il n'y a pas d'article devant le premier nom. Ça, c'est ce qu'on appelle la nominalisation. OK? Et votre titre doit toujours être nominalisé. C'est-à-dire pas de verbe et pas d'article devant le premier mot. Deux dernières choses que vous devez faire. Rédiger votre synthèse, évidemment, en respectant le nombre de mots et en reliant les différentes idées grâce à des connecteurs. Et enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure, relire attentivement votre synthèse pour corriger les erreurs d'inattention. On en fait tous, hein. Moi aussi. Hein. Moi, le premier, ça m'arrive très souvent de faire des erreurs quand j'écris très vite. Mais il suffit que je me relise pour trouver ces fautes. Parce que je connais la règle. Mais très souvent, on fait des erreurs comme ça. Alors, les règles à respecter, les erreurs les plus fréquentes. Je vous ai mis un lien vers une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube où je reviens sur ces erreurs les plus fréquentes. OK? Vous la retrouverez. Hein. Donc, une des premières erreurs, c'est d'oublier le titre ou de le construire d'une manière inadaptée, c'est-à-dire de mettre des verbes, de mettre des articles, etc., etc., de ne pas le nominaliser. Ça, c'est une des premières erreurs que je vois. Ne pas respecter le nombre de mots. Ça, c'est une des erreurs les plus graves. Je le répète, si vous vous rendez compte que votre synthèse fait 280 mots, vous n'aurez pas la moyenne. Vous n'aurez pas la moyenne. Vous ne pouvez pas supprimer une partie des informations. Imaginons, j'avais 3 paragraphes, problème, conséquence, solution. Je fais mes problèmes 100 mots. Je fais mes conséquences, allez, 120 mots de plus. Ah, je suis déjà à 220. Oh, tant pis, je ne mets pas les solutions. C'est pas grave. Bah si, c'est grave.
Vous n'avez pas le droit de dire je vais enlever une partie pour avoir le nombre de mots. Toutes les informations doivent être dans la synthèse. Vous n'avez pas le droit d'en oublier parce que vous n'avez pas de place. OK? Au niveau du nombre de mots, tous les mots grammaticaux comptent. C'est-à-dire que, par exemple, ici, j'y suis arrivé à l'heure, vous avez le J apostrophe, c'est le sujet, le I, c'est le complément de lieu, le suis, c'est l'auxiliaire, le arrivé, c'est un participe passé, à, c'est une préposition, L apostrophe, c'est un article, et heure, c'est un nom. Donc, dans cette phrase, il y a 7 mots. Tous les mots comptent, même s'ils ne font qu'une seule lettre. Les seuls mots qui ne comptent pas, c'est, par exemple, a-t-il fait son travail? Mince, je l'ai mis au majuscule. Là, le T ne compte pas. Parce que c'est ce qu'on appelle un T euphonique. C'est-à-dire qu'il est juste là pour la prononciation. Il n'a aucune valeur grammaticale, donc il ne compte pas. Pareil, il faut que l'on fasse le travail. Le L apostrophe ici est également un L euphonique qui n'a aucune valeur grammaticale, il ne compte pas. OK? Donc, si vous ne savez pas trop compter les mots au départ, vous avez sur Word, je ne sais pas si vous le savez, la possibilité de vérifier très très rapidement. C'est-à-dire qu'il vous suffit de cliquer sur le texte concerné et vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez tout en bas, vous avez 59 sur 5538. Ça veut dire que le texte, c'est ici, hein, vous voyez, c'est ici, 59 sur 5538. Ça veut dire que le petit texte que j'ai surligné, il y a 59 mots. Si je décide d'en surligner un petit peu plus, là, vous voyez, je suis passé à 98. Vous avez la même possibilité, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez la même possibilité sur Drive. Quand j'écris Google Docs, quand j'écris un texte ici, je vais faire du copier-coller. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. J'ai la même possibilité sur Google Drive. Ici, dans Outils, en haut, j'ai nombre de mots. Donc, il suffit de cliquer sur nombre de mots et il m'indique que j'ai bien 97 mots. OK? Donc, voilà comment vous pouvez calculer les mots au départ. Évidemment, le jour de l'examen, vous ne pourrez pas le faire, mais au moins, ça vous permet de vous entraîner un petit peu. Ce n'est pas le bon document, c'est celui-là. Alors là, je vous ai donné d'autres informations. Je ne vais pas trop insister. C'est les choses qu'il ne faut pas faire. Donc, je vous l'avais dit, hein, pas de problématique, pas de conclusion, ça ne sert à rien. Vous ne devez d'ailleurs pas faire de commentaires personnels, vous n'avez pas le droit. Donc, c'est clairement indiqué dans l'énoncé. Hein. Quand on revient sur l'énoncé, voilà. Vous ne devez pas introduire d'autres idées ou informations que celles qui se trouvent dans les documents, ni faire de commentaires personnels. C'est clairement indiqué. Vous n'avez pas le droit de donner votre avis. Je vais vous donner juste une petite anecdote. Il y a 2 ans de ça, j'ai fait un sujet en pleine crise sanitaire. J'ai fait un sujet
sur la vaccination. Pour ou contre la vaccination. Et donc, dans les textes, il y avait un texte où les gens étaient pour et un texte où les gens étaient contre. Et donc, il fallait faire une synthèse des deux. Et il y a une personne, une de mes élèves, qui a fait cette synthèse. Et en fait, la partie pour faisait 90% de la synthèse et la partie contre faisait 10% de la synthèse. Donc, je me suis dit, celle-là, elle est pour. OK? Mais elle n'a pas le droit de le montrer. Elle n'a pas le droit. S'il y a un texte pour, un texte contre, la moitié de la synthèse doit être pour et l'autre moitié doit être contre. Elle n'a pas le droit de… Le fait même d'accorder plus de place à une partie qu'à une autre, ça montre son point de vue. OK? Donc, c'est totalement interdit. Où est-ce qu'on en était? Donc, oui, vous ne devez pas donner… Ah oui, alors ça, c'est une erreur assez fréquente. C'est transformer les idées dans les textes parce que vous l'avez mal compris. Beaucoup de candidats ont énormément de difficultés à comprendre les textes. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait 2-3 mots qu'ils ne comprennent pas pour en fait comprendre le contraire de ce qui est dit. Et forcément, ils transforment ce qui est dit. Et là, c'est du hors-sujet. Parce que ils disent le contraire de ce qui est dit dans les textes. Donc là, nous le verrons tout à l'heure, dans le travail qu'il faut que vous fassiez avant, il faut lire très souvent pour enrichir votre vocabulaire et bien comprendre toutes les structures. J'ai des élèves, là, par exemple, dans mon groupe de C1, qui a lieu en ce moment, qui me disent, mais Bruno, les textes de compréhension écrite ou de compréhension, enfin pas de compréhension orale, puisque c'est de l'oral, mais les textes de compréhension écrite que tu nous envoies, ils sont très techniques, ils sont philosophiques, ils sont économiques, on comprend rien. Je leur dis, c'est votre problème. Je vais être méchant, mais si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez pas le niveau C1. C'est pas normal de ne pas comprendre un texte en C1. Je suis dur, je suis exigeant, mais malheureusement, le C1, vous savez, la lettre, elle change. Hein. C'est plus le DELF. Le DELF, le E de DELF, c'est élémentaire. Le A de DALF, c'est approfondi. Donc, on voit toute la différence rien qu'avec le titre. Vous devez comprendre des textes journalistiques. Alors, qu'il y ait 2-3 mots que vous ne compreniez pas de temps en temps, c'est normal. Moi aussi, ça m'arrive. Mais que vous ne compreniez pas les idées d'un texte, là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Il faut que vous travailliez, il faut lire régulièrement, s'entraîner régulièrement. Donc, donner son avis, je l'avais dit, pas de je, pas de nous. Ne pas réorganiser les idées, c'est-à-dire remettre les idées telles que vous les avez dans l'ordre chronologique des textes d'origine. Ça, c'est pas bon du tout. Il faut les réorganiser. Faire de la paraphrase, je vous en avais parlé également. OK? Donc là, je n'insiste pas trop sur les points de grammaire. Vous pourrez les lire. Ça, ce sont vraiment les points de grammaire qui sont indispensables pour la synthèse. Le discours indirect, les verbes introducteurs. Donc, par exemple, quand vous voulez poser une question, demander ou se demander à soi-même, la réponse, répondre, rétorquer, le doute, la prière, l'hésitation, l'ordre, la surprise. Vous devez être capable de connaître des verbes introducteurs pour chacune ou chacun de ces types de phrases. La prière, je vous prie de bien vouloir, etc., etc. Et vous devez évidemment savoir les construire. Le verbe prier, par exemple, c'est suivi de plus infinitif. Je vous prie de faire ce travail. Vous ne pouvez pas dire je vous prie que vous fassiez. Ça n'existe pas.
Okay, donc, prier, c'est toujours de. Donc, il faut que… Alors, je vous ai donné un exemple, justement, les verbes exiger et ordonner ne se construisent pas de la même manière. C'est j'exige que ton fils fasse quelque chose, mais c'est j'ordonne à ton fils de faire quelque chose. Vous voyez, la construction est totalement différente. Donc, il ne suffit pas d'apprendre le verbe, il faut également apprendre sa construction. Parce que si vous utilisez « j'exige à ton fils de faire », ça ne va pas. Ou si vous dites « j'ordonne que ton fils fasse », ça ne va pas non plus. Il faut systématiquement bien construire les phrases. Les structures impersonnelles, bah ça, vous pourrez revoir la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Le conditionnel, vous devez parfaitement maîtriser le conditionnel parce que les solutions ou les propositions, vous devez toujours les développer au conditionnel. Les connecteurs logiques, évidemment. Vous devez être capable d'exprimer la cause, la conséquence, le but, la concession, l'opposition, l'hypothèse, le temps, la comparaison et la conclusion. Vous devez connaître des connecteurs logiques pour chacun de ces éléments-là. Okay, et il y en a plusieurs. Hein. Essayez d'en connaître au moins 2 ou 3 à chaque fois. Le but, par exemple, vous avez pour que ou afin que. Vous les connaissez certainement, ces deux-là. OK? Vous en avez d'autres. La concession, ça peut être bien que, ou malgré plus non, etc., etc. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi il change de ligne? Je ne sais pas pourquoi il… Ouais, enfin bref, c'est pas grave. Donc, vous en avez énormément. Alors, si vous avez besoin d'une grammaire en ligne, alors, déjà, si vous avez besoin d'une grammaire, je vous conseille ce manuel-là, qui est très bien. OK, donc c'est le niveau B2, C2. Il est très, très bien. Vous le trouvez sur Amazon à environ 20-25 €, quelque chose comme ça. OK, il est très, très bien. Si c'est cher pour vous, je vous ai mis un site ici. Donc, on va y aller faire un petit tour. Donc, vous le voyez, c'est… Alors, si vous regardez bien l'adresse en haut, vous voyez qc.ca. Ça veut dire que c'est un site québécois. Ce n'est pas un site français, c'est un site, c'est une université québécoise. OK? Et il propose énormément d'exercices. Donc, vous voyez, à gauche, vous avez exercices PDF et vous avez l'ensemble des catégories. Donc, par exemple, si je veux travailler sur les accords, eh bien, je vais retrouver énormément d'exercices avec les accords. Je veux faire l'accord de l'attribut. Allez hop, il m'ouvre un document sur l'accord de l'attribut avec des exercices et toujours les corrections. Voilà, là les corrections. OK? Il est très très bien fait. C'est de très bonne qualité. Il n'y a pas d'erreur. Il est vraiment très très bien. Donc je vous le conseille si vous voulez faire des exercices. Il y en a un par contre que je ne vous conseille pas. C'est celui-là. Celui-là, je ne vous le conseille pas. Parce que c'est un site où tout le monde peut mettre ce qu'il a fait. N'importe qui peut mettre l'exercice qu'il a créé. Ce n'est pas vérifié par les modérateurs du groupe. C'est-à-dire que si moi, imaginons, je décide de créer un test d'anglais et je le mets en ligne, personne ne va vérifier si ce que j'ai fait, c'est bien. Et je peux vous assurer que ça va être très mauvais. Parce que moi, en anglais, je suis nul.
OK? Donc, ça va être catastrophique. Mais personne ne va enlever mon truc en disant, oh là là, c'est nul. Donc, dans ces documents, vous avez des choses très, très bien qui sont faites par des profs qui sont très, très bien. Mais vous avez également des choses très, très mauvaises. Et il peut être difficile pour vous de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, dans le doute, moi, je vous dirais, n'y allez pas. C'est risqué. Vous risquez de tomber sur quelque chose qui n'est pas bien. OK? Donc, oui, je vous l'avais mis ici, un français facile. Évitez. Alors, les autres compétences utiles. Évidemment, la compréhension écrite, je vous en ai parlé tout à l'heure. Si vous ne comprenez pas les textes que vous lisez, ça va être dur d'en faire une synthèse. Parce que la synthèse, vous devez redire les mêmes informations. Donc, si vous ne comprenez pas les informations, ça va être très, très dur. Donc, lisez régulièrement les journaux et notamment celui-là. Alors, pourquoi celui-là? Parce que d'abord, il est gratuit. Parce que si vous regardez les journaux français, Le Monde, Le Figaro, etc., vous voyez que maintenant, de plus en plus, c'est payant. Pour accéder aux articles, il faut payer. Il faut s'abonner, il faut payer. Celui-là, il est totalement gratuit. Ce n'est pas des journalistes qui écrivent. Ce ne sont pas des journalistes, ce sont des profs d'université qui écrivent les articles. OK? Et vous avez énormément d'articles. Donc, vous voyez, je vais sur cet article-là et j'ai un article sur la trottinette. Le sujet sur la trottinette qui est très d'actualité puisque justement le gouvernement aujourd'hui a décidé de renforcer la prévention contre les trottinettes en France. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les trottinettes, c'était 12 ans. Maintenant, c'est 14 ans minimum. Et c'était 35 € pour une amende. Et maintenant, c'est 135 € pour une amende. Donc, ils renforcent la sécurité contre les trottinettes. Et vous voyez, vous avez en haut à droite, rechercher. Donc, si je fais par exemple, je veux chercher des textes sur l'éducation, eh bien, je vais avoir tous les textes sur l'éducation qui apparaissent. Pourquoi faut-il relier migration et éducation? Faut-il chasser l'intelligence artificielle des établissements scolaires? Ça, vous savez, ils en parlent beaucoup en ce moment avec le chat GPT. ChatGPT, les profs sont en panique complète parce qu'ils se demandent si les devoirs de leurs élèves sont faits par les élèves ou par l'application. Donc, ça devient très, très compliqué. Donc, vous voyez, il y a plein de sujets qui sont très intéressants, qui sont très bien écrits par des profs d'université. Donc, il n'y a pas d'erreur. Et c'est gratuit. Donc, profitez-en. Euh, euh, Essayez, quand vous apprenez des mots, de travailler par tableau. C'est-à-dire de voir pour un mot, essayer de trouver l'adverbe qui correspond, le verbe qui correspond, l'adjectif qui correspond. Euh... J'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit. Euh... Essayez d'apprendre également les homophones. C'est souvent des erreurs qui sont commises. Avec les homophones, c'est par exemple court, court, etc., etc., court. OK? Donc, essayez systématiquement d'apprendre les homophones, ne pas vous tromper au niveau des fautes d'orthographe. Et donc, la richesse lexicale. Et là, je vous ai mis les dictionnaires en ligne. Alors, on va y faire un petit tour aussi. Donc, si je fais par exemple, je ne sais pas moi, le harcèlement. Je vais chercher le mot harcèlement. Voilà. Donc déjà, il y a ce petit truc devant là. Alors, c'est quoi ce petit truc devant là? Ça indique que le H du mot harcèlement est tonique. Il est aspiré. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire de liaison avec.
Donc, on ne dit pas l'harcèlement, on dit le harcèlement. Il ne faut pas faire la liaison avec ce mot-là. Si j'en prends un autre, allez, voilà. Si j'en prends un autre, vous voyez que là, il n'y en a plus. Parce qu'on dit l'homme. On ne dit pas le homme, on dit l'homme. Donc, quand il y a le petit astérix, ça veut dire qu'il ne faut pas faire la liaison. Quand il n'y a pas de petit astérix, ça veut dire qu'on fait la liaison. Alors, je reviens sur. Je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre comme mot Pomme. Je vais mettre le mot pomme. Alors, vous voyez, pour le mot pomme, il me dit que d'abord que c'est un mot féminin. Ça, c'est une erreur très fréquente dans la copie. Vous vous trompez de genre. Vous mettez du masculin à la place du féminin, etc., etc. Donc là, vous avez la réponse. Vous avez les différentes définitions. Donc, le mot pomme, ça peut être le fruit, mais ça peut être par exemple la pomme d'arrosoir ou la pomme de terre. On utilise ce mot-là également pour dire le visage, de manière familière. Ça peut être un individu stupide. T'es une vraie pomme, ça veut dire que t'es idiot. Et puis, donc, vous avez toutes les expressions avec le mot pomme. Haut comme trois pommes, une pomme d'amour, une pomme d'arrosoir, tomber dans les pommes, etc., etc. Vous avez vraiment tout qui vous est fourni. Ok, donc c'est très très bien fait ce dictionnaire. Et un conseil, donc je vous en ai mis deux autres ici. N'utilisez jamais Google Translator, Word Reference ou Lingui. C'est catastrophique. Ok, ils ne traduisent pas en contexte et ils vont vous traduire des choses n'importe comment. Alors, on va commencer maintenant avec cette nouvelle synthèse, cette première synthèse, et on va voir les documents. Alors, il y a des choses très importantes à lire dans un document quand vous l'avez. Ce sont les connecteurs et les verbes introducteurs qui vont vous permettre de savoir s'il s'agit d'un problème, d'une cause, d'une conséquence, etc. Vous avez par exemple ici particulièrement aigu. Lié à. Lié à, ça indique la cause. Font craindre. Ça va indiquer la conséquence. On craint quelque chose de négatif, c'est-à-dire qu'on pense que malheureusement, il va y avoir des conséquences négatives. Donc, vous voyez, ce qu'il y a derrière le mot craindre, c'est une conséquence. Ce qu'il y a derrière le mot lié, c'est une cause. Okay, donc, l'attractivité du métier, les gens n'ont plus envie d'être profs, c'est une cause. Craindre, hop, conséquence. Donc, vous voyez, il y a plein de mots comme ça, mis en place. Solution. On a mis des choses en place pour améliorer la situation. Mise en place, ça indique une solution. Régler indique également une solution. Répondre également. Pallier également. Préparer. Donc, vous voyez, tout ce paragraphe-là, on vous fournit
toutes les solutions qui ont été mises en place. Un peu plus bas, vous avez face à. Là, on va avoir la réaction des personnes. Réaction de qui? De 10 députés. Donc, vous n'allez pas dire, dans votre texte, vous n'allez pas dire 10 députés. Un député, c'est, en plus, ils indiquent de quel parti politique ils sont. Un député, c'est au départ un homme politique. Donc, on peut généraliser en disant les hommes politiques ont demandé des mesures urgentes. Ils ont demandé quoi? Des mesures urgentes. Ensuite, vous avez les premiers mots des chapitres. Dans le second degré, ici, vous aviez également disparité, des mots disparité. Ça veut dire qu'il y a des différences. Quelles différences entre les niveaux? Premier degré, deuxième degré. Entre les régions. Académie francilienne. Ça veut dire quoi, francilien? Voilà qui vient de l'Île-de-France, je crois. Ouais. Très bien. Donc, francilien de l'Île-de-France, c'est-à-dire les régions qui sont autour de Paris. La région parisienne. OK? Notamment donc Créteil et Versailles. Donc, il y a des disparités, c'est-à-dire que la situation est plus grave dans certains niveaux, dans certaines régions et dans certaines disciplines. C'est-à-dire que les problèmes ne sont pas les mêmes selon les matières. Donc, vous voyez, il y a des mots vraiment que vous devez retrouver. Papendiané avait évoqué. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce problème de manque de preuves, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. OK? Pour répondre à la crise, là encore, nous avons des solutions. Donc, pour répondre à la crise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des contractuels, c'est-à-dire des remplaçants. Les personnes remplaçantes ou le fameux job dating. Alors, job dating, c'est quoi? C'est je vais à un rendez-vous fixé par l'éducation nationale, on discute pendant un quart d'heure, 20 minutes, ils me disent « Ah ouais, vous êtes très bien, bah dans 2 semaines, vous êtes prof. Bah, j'ai jamais enseigné, c'est pas grave, c'est bon, vous êtes prof. » Ah bon, très bien. OK? Donc, vous imaginez un petit peu la situation avec les élèves. Ça reste quand même très léger. Alors là, c'est de l'humour. C'est de l'humour de la part de cette dame qui est donc une syndicaliste. Il faut toujours que vous recherchiez qui dit ça. Tout à l'heure, c'était les hommes politiques. Là, maintenant, ce sont les syndicats qui disent face à ce choix du job dating, mais ça va pas, non? Vous êtes fous. Vous êtes fous de choisir des profs en 30 minutes sans qu'ils aient passé le moindre concours, sans qu'ils aient suivi la moindre formation. Hop, du jour au lendemain, on décide qu'ils sont profs parce qu'ils ont bac+3. Mais on peut avoir un bac+3 dans une matière qui est totalement différente de l'enseignement. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on sait enseigner. Et donc, bah, vous avez toutes les réactions, et notamment, quel en sera le prix? C'est-à-dire, quelles vont être les conséquences de ce choix?
de cette décision de l'État de faire ça. On a le mot verbe bricoler. Alors, bricoler, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Bricoler, c'est faire du bricolage. Mais bricoler ici, ça a un sens très négatif. Ça veut dire essayer de mettre des choses un petit peu partout dans les trous pour boucher les trous, mais sans réellement réussir à faire quelque chose de bien. C'est juste essayer de… J'ai une très grosse blessure au bras, je vais mettre quelque chose dessus pour le cacher, quoi. Je ne cherche pas à soigner, je le cache. C'est ça, bricoler. C'est vraiment, je ne cherche pas à résoudre le problème, je cherche à le cacher. En disant ce que dit le ministre au départ, un professeur devant chaque classe. Mais quel professeur? Il aurait mieux fait de dire une personne devant chaque classe, un adulte devant chaque classe. Mais un professeur, c'est vite expliqué. Et donc là, le deuxième texte, on retrouve un entretien, c'est clairement indiqué, on retrouve un entretien avec le président du SNALC, qui lui aussi est un syndicat de profs. Donc c'est un syndicaliste, un représentant des professeurs français. Et lui aussi, il dit, c'est scandaleux. Alors c'est un entretien, donc vous avez les questions de la journaliste et vous avez donc les questions en rouge et vous avez les réponses du syndicaliste. Mais là aussi, dans les questions, vous avez déjà des informations qui vous sont données. Que vous inspire cette pratique? Donc la réaction du syndicaliste face à cette décision. Pourquoi? Les causes. Quelles sont les raisons pour lesquelles le ministère a décidé de faire ça? Les causes. Comment expliquer? Là encore, on est sur des causes. Au-delà de, ça va exprimer une généralisation. C'est-à-dire que le problème, il n'existe pas uniquement dans l'enseignement, il existe dans toute la fonction publique. Alors la fonction publique, c'est quoi? C'est en fait tous les fonctionnaires. C'est-à-dire le problème qui existe dans l'enseignement, il existe également, ils le disent d'ailleurs, dans les hôpitaux. On manque de médecins, on manque d'infirmiers, on manque de beaucoup de monde. Donc ce problème, il n'existe pas uniquement dans l'éducation nationale. Et là, c'est une généralisation tout simplement en disant, malheureusement, ce problème, ce n'est pas uniquement à l'école. Donc vous voyez, là, je vous ai présenté toutes les informations dans l'ordre chronologique. Donc texte 1, j'ai écrit tout ce qui a été proposé. Texte 2, j'ai fait la même chose. Donc voilà comment vous devez travailler lors de vos lectures. Vous devez noter tout ce que vous lisez, toutes les informations essentielles que vous lisez. Et ça, c'est la première partie de votre travail. Écrire les informations dans l'ordre chronologique. Et puis, généralement, si vous avez utilisé des couleurs, moi, vous voyez, là, je n'ai pas utilisé de couleurs, mais j'ai mis à chaque coup devant cause, solution, situation, solution, etc., etc. Et moi, ça me permet après de regrouper tout ça. Et donc, quand je regroupe tout ça,
ben, je retrouve 5 grandes parties qui est la situation actuelle. C'est-à-dire, la situation actuelle, c'est quoi? C'est la rentrée scolaire approche et il nous manque 4000 profs. Pourquoi? OK? Situation catastrophique alors que les élèves vont arriver, on n'a pas de profs. Donc la situation actuelle, c'est ça, l'élément déclencheur. Les causes, les raisons pour lesquelles on manque de profs. Les solutions proposées par l'État, c'est-à-dire le job dating. Les réactions des syndicats et des politiques sur ce choix. Et enfin, l'ouverture en disant, bah, malheureusement, ce n'est pas seulement l'éducation, c'est toute la fonction publique. Donc, vous voyez, il y a 5 grandes parties, ça veut dire 5 paragraphes. Le premier paragraphe, vous parlerez de tout ça. Le deuxième paragraphe, vous parlerez de tout ça, etc., etc. Donc, vous voyez, je vous ai remis le plan de manière plus développée en reprenant les idées qui étaient dans l'ordre chronologique avant. Si je réorganise les informations, attendez, voilà. Donc, on se retrouve avec la situation actuelle, une rentrée scolaire difficile, un manque de profs, c'est généralisé au primaire et c'est même, ça s'aggrave. Il y a des disparités régionales, des disparités selon les matières. Les causes, crise de recrutement, crise d'attractivité, pas de candidats au concours, image dégradée, violence, conditions de travail. Les solutions, bah, l'État, il a dit, de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura un prof devant chaque élève, mais sous la forme de contractuel et de job dating. Et les craintes et les réactions, inquiétude et agacement, dévalorisation, concurrence entre les profs qui, eux, ont eu le concours, des profs non formés, ça ne s'improvise pas, et ils craignent des démissions. Vous le savez, hein, moi, pour avoir été prof pendant 30 ans, quand un élève, surtout chez les adolescents, hein, vous prenez un élève entre 13 et 17 ans, vous lui mettez en face de lui un prof qui n'a jamais enseigné de sa vie, il le voit en moins de 30 secondes. Et il va le faire souffrir comme jamais il a fait souffrir quelqu'un. Il va prendre un plaisir énorme à faire souffrir ce prof. Et la plupart de ces profs vont démissionner, vont abandonner. Moi, je suis dans quelques groupes de profs sur Facebook et j'en ai eu une au mois de septembre, là, prof d'espagnol, qui, le vendredi soir, a écrit dans le groupe en disant « Je suis en panique complète, j'ai mes élèves lundi matin, je ne sais pas quoi faire avec eux. Je n'ai jamais enseigné de ma vie, je ne sais pas quoi faire avec eux. On ne m'a pas aidé, on ne m'a pas formé, on ne m'a rien dit. Je ne sais pas ce que je vais faire. » Ce n'est pas une situation normale. Cette prof, elle va au massacre. Elle va se faire massacrer par ses élèves. Et ça va la dégoûter. Ça va la dégoûter. Donc, vous voyez, vous avez les 5 paragraphes, vous avez les informations. Ben là, il vous suffit de les reprendre dans l'ordre en créant des phrases complètes. Et donc, en reliant ces phrases les unes avec les autres par des connecteurs, etc., etc. Mais vous avez toutes les idées dans l'ordre normal, dans l'ordre logique. Et là, donc, il vous suffit après de reprendre chaque information en n'oubliant pas le titre, en respectant le nombre de mots, en n'oubliant aucune information, en ne donnant jamais son opinion. Et bah, je vous ai proposé une synthèse ici, donc avec un titre,
recrutement dans l'enseignement, crise et solutions de fortune. Et donc, les 5 paragraphes que l'on retrouve. Premier paragraphe, la situation. Deuxième paragraphe, les causes. Troisième paragraphe, les conséquences. Quatrième paragraphe, les réactions des syndicats et des politiques. Donc voilà quel doit être le travail que vous devez faire sur une synthèse. Alors il faut être clair, hein. C'est un exercice difficile. C'est un exercice exigeant méthodologiquement. Il faut en faire beaucoup pour y parvenir. Il ne faut pas se dire je vais lire des synthèses et je vais savoir faire une synthèse. Malheureusement, ça ne marche pas. Je vais vous donner 2 exemples qui n'ont absolument rien à voir. C'est pas parce que je regarde Raphaël Nadal jouer au tennis à la télé que demain, si je vais sur le terrain, je vais savoir jouer comme lui. Un enfant, quand il apprend à faire du vélo, il monte sur le vélo, il essaye, il tombe, il remonte sur le vélo, il réessaye, il retombe, etc. Vous, c'est exactement pareil. Vous devez essayer, vous allez faire des erreurs et vous allez apprendre de vos erreurs. La difficulté, c'est évidemment, il faut que vous ayez quelqu'un qui puisse vous corriger et vous dire tu as fait cette erreur ou tu as fait ça, c'est pas bien, etc., etc. Mais si vous n'avez personne pour vous corriger, c'est vrai que c'est difficile. Alors j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous avez quelqu'un qui maîtrise la langue française et qui maîtrise la technique de la synthèse qui pourra vous aider. Mais c'est vrai que c'est difficile pour la production écrite en général de s'auto-évaluer parce qu'on pense avoir fait quelque chose de bien et souvent on se rend compte que non, c'était pas si bien que ça. C'était pas si bien que ça. Donc c'est un petit peu la difficulté du travail. Mais moi, je vous conseille vraiment d'essayer de travailler régulièrement, d'écrire régulièrement, et donc de vous faire relire par des personnes qui maîtrisent le français, qui maîtrisent la méthodologie, et de vous faire corriger. Mais, je le répète, c'est un exercice difficile et il faut en faire régulièrement pour y parvenir. Moi, au départ, pareil, hein, mes premières synthèses que je faisais, je mettais 3-4 heures pour les faire. Le temps de trouver les informations, le temps de les réorganiser, comment je vais les réorganiser, les 220 mots. Alors ça, c'était une horreur. Arriver à respecter ces 220 mots, ça prend du temps. Maintenant, une synthèse, je mets moins d'une heure pour la faire. Je mets moins d'une heure pour la faire. Parce que j'ai pris l'habitude. J'ai pris l'habitude. Une seule lecture me suffit. Dès la première lecture, les mots, je les vois. Les mots que j'ai surlignés là, qui expriment la cause, la conséquence, la solution, je les vois immédiatement et donc je suis capable de regrouper très très vite. Et en une seule lecture, de connaître le plan que je vais mettre en place. Mais ça, c'est l'entraînement. Tout le monde peut le faire. Mais il faut s'entraîner. Il faut travailler régulièrement. D'où l'importance de bien se préparer pour cet examen de DALF C1. Alors, voilà ce que je voulais vous dire au niveau méthodologie, au niveau donc ce document, vous allez le recevoir. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette épreuve de synthèse de documents? Alors, concernant le titre, est-ce qu'on peut formuler le titre sous forme d'une question ou Éventuellement, oui. D'accord. Éventuellement, tu peux le formuler sous la forme d'une question. Oui, c'est une possibilité.
C'est une possibilité. Ça va, entre parenthèses, presque créer une petite problématique à ton sujet. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, Oui. voilà. C'est une possibilité, oui, tout à fait. D'accord. Merci. Je vérifie juste quelques petites choses parce que du coup, dans ma liste que j'avais, il y a des personnes que je n'avais pas notées. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Donc, apparemment, Céline n'est pas là. Il n'y a pas de Céline. Donc, Céline n'est pas là. Donc, elle ne recevra pas le document. Lonella n'est pas là non plus. Shonak n'est pas là. C'est dommage parce que ce sont des personnes qui m'ont réservé une place, qui auraient pu revenir à quelqu'un d'autre. Donc, Angela, Augustine, Elena, c'est bon, Angelica, Ayat. Ayat, non. Non, Ayat n'est pas là. Ségolène, oui. Neji, oui. Sarah, oui. OK. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. OK. Par contre, il faudra que, quoique je vais peut-être retrouver, mais au cas où, Augustine et Angela, vous pourrez me renvoyer un petit mail pour que j'aie votre mail. Parce que comme je ne l'ai pas noté sur mon tableau, là, que je puisse vous envoyer le document. OK, donc renvoyez-moi un petit mail juste pour me redonner l'information, que je puisse vous l'envoyer. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, juste quelques petites remarques par rapport à ça. Donc, il va y avoir une nouvelle formation qui va démarrer le 17 avril. Donc, dans un peu moins de 3 semaines maintenant. Le 17 avril, je mets une formation en place, donc formation de DALF C1, où nous verrons la synthèse, nous verrons 8 synthèses, nous verrons des essais argumentés, nous verrons des productions orales, des fiches argumentatives, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé, il doit me rester, je crois, 4 places disponibles. Vous pouvez vous inscrire directement sur mon site internet, je vais vous montrer tout à l'heure. Vous avez également la possibilité de faire des corrections individualisées. C'est-à-dire que je vous envoie un sujet, vous le faites, vous me l'envoyez pour correction individualisée, je vous le corrige et je vous donne mon avis. Je vais vous montrer également sur mon site comment vous pouvez le faire. Et troisième solution, alors ça c'est tout nouveau, ça va commencer dimanche. Je n'ai pas voulu le faire samedi parce que c'était le 1er avril, les gens vont croire que c'est une blague. Donc j'ai commencé dimanche 2 avril. Donc je vais proposer un autre type de formation d'Alpha C1 sans cours présentiel, c'est-à-dire sans vidéo, sans cours direct. C'est uniquement les documents que je vous envoie que vous pouvez télécharger. Et là, ça coûtera beaucoup moins cher. Ça coûtera 25 € par mois. Et pour 25 € par mois, vous aurez, par exemple, je ne sais plus si je l'ai ici. Oui, je l'ai là. Hop, à l'intégralité de mon écran. Hop, partager. Donc, c'est celui-là. Voilà. Voilà donc toutes les ressources qui vont être mises pendant le mois numéro 1. Donc, 2 productions orales complètes, une synthèse de documents, celle-là. Ah non, c'est l'importance de la lecture, c'est pas celle-là. Un essai argumenté sur l'importance de la lecture également, 3 méthodologies,
production orale, synthèse de documents et lettres formelles, 3 fiches argumentatives, une fiche de grammaire sur la question formelle, 2 fiches lexicales et une compréhension écrite. Donc ça, ce sera le premier mois. Tous ces documents-là vont être mis en ligne le premier mois et pour les avoir, ça coûtera 25 €. Vous vous arrêtez quand vous voulez. Si au bout d'un mois, vous dites non, ça ne me plaît pas, vous vous arrêtez. Et le mois suivant, je remets le même nombre de productions, même nombre de ressources. Donc ça, c'est une autre solution qui va vous être proposée. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de correction individualisée. C'est-à-dire que moi, je vous envoie toutes les corrections, toutes les étapes du travail, mais je ne vous corrige pas vos copies. Okay ? Si vous voulez une correction de copie, il faut faire la formation sur 9 semaines que vous pouvez trouver sur mon site internet. Je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Allez, voilà, le voilà. Donc, vous allez sur mon site internet et donc vous avez formation et cours ici en haut. Et donc, vous pouvez réserver, donc ça c'est le C2, et vous pouvez réserver pour le C1. Et donc, si vous voulez en savoir plus, en lire plus, et donc vous avez la description complète du service, l'organisation, les contenus, les activités à réaliser, etc. et les cours, tous les dates des cours. OK ? Si vous voulez acheter des sujets à corriger, c'est ici, achat sujet. Et donc, vous avez ici, par exemple, production DALF C2, DALF C2, DALF C1, production écrite, par exemple, un article. Vous pouvez choisir une formule, vous pouvez les acheter à l'unité, par 5, par 10. C'est vous qui décidez comment vous les achetez, etc., etc. Donc, vous avez la possibilité d'acheter des productions écrites. Il y en a beaucoup. OK ? Et il y en aura d'autres qui seront mises régulièrement. Donc, voilà, moi, les services que je propose, si cela peut vous intéresser. Arrêtez le partage. Donc, voilà les services que moi, je propose. Je reparlerai prochainement. Là, j'ai déjà mis le programme du mois numéro 1 pour la formation qui commence le dimanche prochain. Là. Mais je reparlerai un petit peu, j'expliquerai comment vous pouvez vous inscrire. Alors, je ne vous ai même pas montré, mais je reviens sur mon site et je ne sais même plus où je l'ai mis. Si c'est ici, dans formule et tarifs, je crois. Faut que je revérifie. Voilà, c'est ça. Dans formule et tarifs, vous avez DALF C1, mois numéro 1, à 25 €. DALF C1, mois numéro 1, sélectionné. Et donc là, vous voyez, s'inscrire. Et vous avez immédiatement accès à l'ensemble des dossiers qui contiennent les ressources. Donc voilà comment ça fonctionne. Mais j'en reparlerai dans les prochains jours sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, si vous êtes intéressé. Donc, je continue. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, moi, je vais arrêter là. Moi, j'ai une petite question concernant le texte que nous venons de travailler, ou bien le texte sujet d'étude. Alors, concernant tous les pourcentages ou bien les paroles rapportées, est-ce qu'on doit les citer dans la synthèse? Non, il faut synthétiser. C'est-à-dire, il faut que vous analysiez les pourcentages. C'est-à-dire qu'ils disent à un moment donné, je n'ai plus le texte sous les yeux, mais ils disent à un moment donné, c'est passé de 60 à 80%. Ou de 80 à 60%, je ne sais plus dans quel sens ils le disent. Oui, de 80 à 60%. Donc, vous n'avez pas la place en 220 mots pour mettre les pourcentages. Ce n'est pas possible. Oui. Il faut que vous généralisiez en disant que on passe de 80 à 60%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'aggrave.
La situation s'aggrave. Donc, vous devez utiliser le mot s'aggraver. Oui. Mais vous ne devez pas réutiliser. Pareil pour les matières. Ils disent que c'est plus grave dans certaines matières que dans d'autres. Vous n'allez pas, dans votre synthèse, donner la liste de toutes les matières où il y a un problème. Vous allez dire, certaines matières sont plus touchées que d'autres, comme, par exemple, les maths. Point. Vous n'en donnez qu'une. Vous n'allez pas dire toute la liste des matières. Vous n'allez pas dire toute la liste des régions qui ont un problème. Il faut que vous n'avez que 220 mots. C'est très compliqué. Et donc, la partie exemple, la partie précise, vous ne pouvez pas la mettre. Vous n'avez pas la place pour la mettre. C'est-à-dire citer les idées en gros sans donner des exemples. Voilà. Les exemples, vous n'avez pas la place pour les mettre. Là, j'ai une élève qui m'a fait une synthèse comme ça. Elle a voulu donner tous les exemples. C'était sur ce sujet-là, en plus. Elle a voulu donner tous les exemples. Sa synthèse faisait 350 mots. Mais je lui dis, mais pourquoi tu m'envoies ça? Tu sais très bien que tu n'auras pas la moyenne. Tu sais très bien que je ne serai pas content. Et moi, quand je ne suis pas content, je suis méchant. Mais, mais il faut absolument respecter cette règle. C'est une des plus difficiles. C'est une des plus difficiles. Et l'autre grande difficulté, c'est d'arriver à mettre toutes les informations. De se dire, j'ai plus la place. Oh, le dernier, je mets juste une ligne, c'est bon. Ben non. Il faut que vous accordiez la même importance à chaque élément. Les solutions, ils en parlent pendant plusieurs. Ils donnent beaucoup de solutions. Vous n'allez pas juste en proposer une parce que vous n'avez plus la place. C'est à vous de vous débrouiller pour réduire ce qu'il y a plus haut. Et ça, généralement, on met énormément de temps à le faire au départ. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous avez une synthèse qui fait 280 mots, 300 mots, et vous allez passer du temps à essayer de la réduire sans enlever les idées. Donc, ça veut dire transformer les phrases. Ça veut dire utiliser des structures syntaxiques plus courtes que d'autres. Après, c'est la difficulté lexicale, la difficulté linguistique d'arriver à maîtriser la langue pour pouvoir réduire les phrases sans les transformer. Et là, c'est de l'entraînement aussi. D'autres questions? Non? Dans ces cas-là, je vais vous laisser. Je vais d'abord vous remercier. Vous remercier d'avoir participé à ce cours et d'avoir accepté que donc votre image apparaisse. Parce que vous comprenez bien que moi, donnant un cours gratuit comme ça, mon but, c'est également de me faire connaître un petit peu sur les réseaux sociaux, que les gens voient comment je travaille et que ça leur donne éventuellement envie de travailler avec moi. Donc, je vous remercie d'avoir accepté. Je vous souhaite, comme on dit en français, comme dit la chanson, tout le bonheur du monde. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour si vous passez des examens, etc., etc. Bon courage, travaillez bien, travaillez régulièrement. Plus vous serez régulier, plus ce sera bénéfique. J'ai tendance à dire à un élève, ne cherche pas à faire 5 heures le samedi ou le dimanche et ne rien faire pendant toute la semaine. Ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux faire 3 quarts d'heure que 5 heures le week-end. Parce que d'un week-end à l'autre, tu vas oublier 80% de ce que tu as fait le week-end précédent. Oui, je viens de recevoir le message, Agustine. Donc, tu vas… c'est bien les montres connectées aussi. Hein. Mais attention, interdit le jour de l'examen. Hein. Interdit les jours de l'examen. Vous n'avez pas le droit d'avoir des montres connectées.
Rien de connecté. Pas de montre, pas de téléphone, pas de... Alors, oui, tiens, à ce sujet-là, les textes officiels vous disent que normalement, vous aurez accès à un dictionnaire unilingue. Un dictionnaire unilingue, c'est ça. Dictionnaire unilingue, c'est ça. OK, donc tout en français. Pas de dictionnaire bilingue, hein, ça, c'est pas possible. Donc, les textes officiels disent vous avez le droit à un dictionnaire unilingue. Malheureusement, les alliances françaises, très souvent dans de nombreux pays, il faut savoir que les alliances françaises ne sont pas financées par l'État français. C'est-à-dire qu'elles doivent se débrouiller financièrement toutes seules. Et certaines d'entre elles n'ont pas d'argent, ou très peu d'argent. Et elles n'ont pas d'argent pour acheter des dictionnaires. Tout simplement. Et donc, elles ont peut-être un ou deux dictionnaires, mais quand il y a 20 personnes qui se présentent, il n'y a pas de dictionnaire. Donc, c'est vrai que les textes officiels vous disent vous avez le droit à des dictionnaires, mais dans beaucoup de pays, vous n'aurez pas de dictionnaire. Moi, je vois en Espagne, j'ai plusieurs élèves qui ont passé en Espagne, ils n'avaient pas de dictionnaire. Ils n'avaient aucun dictionnaire. C'est à vous de vous débrouiller. Donc, faites attention à ça aussi, d'où l'importance de bien lire et de bien analyser les textes, de bien chercher le vocabulaire, de bien enrichir votre vocabulaire. C'est très, très important à faire à l'avance pour ne pas vous retrouver avec des textes que vous ne comprenez pas. Parmi vous, là, est-ce qu'il y en a, en lisant les textes que je vous ai envoyés, il y avait des choses que vous ne compreniez pas? Ou est-ce que tout était clair? Alors oui, oui quoi, Angélica? Oui, tu comprenais pas ou oui, tu comprenais? Oui, c'est clair. J'ai pas compris, excuse-moi. C'est clair. C'est clair pour toi. Très bien, très bien, très bien. Non, par contre, il y avait quelques abréviations, bien, par exemple, comme SMIC. Oui, mais ça, pareil, souvent, ils le disent derrière. Ils disent derrière le syndicat. Non, c'était pas mentionné. Alors, c'est dans lequel? Dans le deuxième texte, peut-être? Non, c'est... Oui, dans le deuxième texte. Ah, dans le deuxième texte, oui, ils ne le disent pas, oui, c'est vrai. Dans le deuxième texte, ils ne le disent pas. Et ça, c'est un autre point difficile. Alors, je ne sais pas, j'ai vos nationalités, mais je ne sais pas exactement si vous habitez tous. Est-ce que certains d'entre vous habitent en France? Oui, Elena, oui, je le sais. Mais les autres, est-ce que vous habitez en France ou pas? Ou est-ce que vous êtes en Moldavie? Moldavie, Maroc, c'est ça? Sarah, je crois. J'habite en France, monsieur. Égypte, Sarah? Oui. Oui, Égypte, pardon. Égypte. Tu habites en France, ok. Donc, c'est vrai que quand on habite en France, c'est beaucoup plus facile de connaître la culture française. Ouais. Si l'on vous parle d'une personne, d'un homme politique, d'un homme, etc., vous en avez entendu parler à la télé, vous savez plus ou moins qui c'est. C'est plus difficile quand on est à l'étranger. D'où l'importance de lire les journaux et de s'informer de ce qui se passe en France, d'apprendre à connaître les personnages. Si moi, demain, je vous donne un texte sur, comment il s'appelle, Anne Hidalgo, vous devez savoir qui est Anne Hidalgo. Vous devez savoir de qui il s'agit. Et Anne Hidalgo, elle peut tomber dans beaucoup de sujets. Elle peut tomber sur des sujets pour l'environnement, parce que, alors c'est la maire de Paris, hein, d'abord. Je vous explique avant que. Donc, c'est le maire de Paris et son groupe politique, elle est socialiste, mais elle a le pouvoir grâce aux écologistes. C'est-à-dire qu'elle a intégré les écologistes dans son groupe. Et ça provoque de gros problèmes à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la grève des éboueurs en ce moment à Paris. Elle soutient les éboueurs.
Si vous entendez, il y a une invasion de rats à Paris. Il y a des rats partout à Paris. Elle soutient la rats. Il faut protéger les rats. Il ne faut pas les tuer, ces pauvres bêtes. OK? Donc, il y a des gros problèmes écologistes. Il y a également un problème par rapport au sujet sportif. 2024, l'année prochaine, c'est les JO à Paris. C'est elle qui va être la responsable de tout ça. Comment ça va se passer? Donc, vous voyez, il y a plein de sujets où on parle d'Anne Hidalgo. Si vous ne savez pas qui c'est, ça peut être problématique. Dans le texte, on vous parlait de Pape Ndiaye. Pape Ndiaye, c'est le ministre de l'Éducation français. Vous devez savoir de qui il s'agit. Vous devez connaître éventuellement un petit peu son histoire, notamment son histoire familiale. Pape Ndiaye, il n'est peut-être pas très connu jusqu'à présent, mais sa sœur, Marie Ndiaye, est très très connue pour avoir eu le prix Goncourt de littérature, avec un roman qui s'appelait Trois femmes puissantes. Donc, elle a eu le prix Goncourt de littérature. Donc, c'est un des plus grands auteurs français, sa sœur. Okay, donc, il faut que vous appreniez à connaître un petit peu les personnes que vous voyez dans les textes. Il faut que vous vous intéressiez à elles en disant, mais qui c'est cette personne? Et ça va vous aider également à enrichir votre culture. OK? Bah, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans vos examens. Et à bientôt. Bon, merci beaucoup. Merci, monsieur. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.